Samuel Schmitt, fondateur de l'outil SROO. Salut Samuel. Salut, ça va? Impeccable et toi? Ouais, très bien, merci. Merci de m'inviter à ton événement, c'est super sympa, franchement. Avec grand plaisir. C'est vrai que tu étais pas mal sollicité, parce qu'on te voit surtout sur la scène internationale, anglophone, mais beaucoup Ouais, moins sur la scène francophone. bah, t'es le premier qui m'invite honnêtement à un événement SEO en France. Donc C'est voilà. grâce à Ionix. Ah, merci en tout cas, merci, c'est super cool, hein. Ouais, en général, bien que je suis français, je suis plus invité dans les confs, on va dire anglaises ou anglophones, parce que voilà, mon blog aussi est principalement en anglais, donc c'est pour ça, les gens pensent que. Et aussi peut-être mon accent alsacien, les gens pensent que je suis pas français, donc voilà, ils essaient de m'inviter. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir. Sur quoi ta conférence va porter de manière un peu plus détaillée? Bah en fait, ouais, l'analyse de la SERP, je vais pas trop parler de SROO en fait, hein. C'est pas une conf commerciale, pas du tout. Mon outil est déjà assez connu, donc c'est pas la peine que j'en parle. Non, ouais, analyse de la SERP, voir un peu comment moi je vois les SERP. On va parler d'intention de recherche. On va parler aussi de gain d'information. Enfin voilà, des petits concepts comme ça à droite à gauche pour vous donner un peu des clés pour pouvoir créer un contenu meilleur, pourquoi pas par la suite. Donc voilà, on va juste, je vais vous partager ce que j'ai appris et voilà, et on verra bien où ça va nous emmener. On est là pour parler de SERP, hein. Let's talk about SERP, baby. C'est le nom de la conf. Voilà, c'est un peu pour la petite blague. Et vous avez vu que mon graphiste est en vacances, donc j'ai dû faire tout moi-même. Donc pardonnez-moi pour le style dégueu de mes slides, mais bon, c'est comme ça. Donc qui je suis, donc voilà, Samuel Schmitt, comme je viens de le dire, je suis pas allemand, je suis pas suisse non plus, je suis alsacien, donc français. Donc j'ai un blog sur le SEO, samuelschmitt.com. Depuis 4 ans, j'écris sur le SEO un peu. Ça fait plus d'années que je suis dans le digital marketing, mais vraiment focus SEO, on va dire, ça fait 4 ans. Je vous invite à aller voir mon blog. Il y a des super articles sur les topic clusters, par exemple. Aussi en français, d'ailleurs, hein. J'ai certains articles qui sont traduits. Et je suis aussi le fondateur de SROO, qui est un outil d'analyse de la SERP. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. SROO a aussi 3 ans, 4 ans. Voilà, il a connu une certaine évolution les derniers 12 mois. Donc, ça permet d'analyser la SERP, toutes les SERP, extraire des informations on SERP et on page, comme les nombres de mots, le nombre d'images, la structure des contenus, les questions les plus fréquentes, les sujets les plus fréquents, etc., etc. Plein de choses. Je vous invite à aller essayer. C'est en freemium, donc vous pouvez le tester gratuitement. Et il n'y a pas qu'une analyse de la SERP, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc, prochainement aussi, la possibilité d'accélérer vos content briefs directement dans SROO. Donc, différents types de blogs pour créer des content briefs. Je ne vais pas vous parler trop de SROO, ça sera les seuls slides, on va dire, commerciaux. Juste pour info, cet automne, il y aura aussi une fonctionnalité pour clusterer vos mots-clés. Donc, envoie une liste de mots-clés, ça va créer des clusters, voilà, et voilà, pour permettre encore de faciliter la création de contenu. C'est vraiment ça l'idée de l'outil. Et donc, mais aujourd'hui, on est là pour parler de la SERP, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a plein d'experts SEO dans le chat, donc vous savez de quoi on parle. Donc, la Search Engine Result Page, donc la page de résultats de recherche de Google ou d'autres moteurs de recherche. Mais aujourd'hui, on va quand même rester sur Google, hein, vu que c'est quand même le moteur de recherche le plus utilisé, on va dire. Donc, c'est quand même celui-là qui est important pour les gens qui font du SEO. Donc, je vais vous raconter un peu voilà, mon histoire, voilà, comment moi j'ai commencé voilà, comme dit, il y a à peine 4 ans, hein, j'ai commencé le SEO vraiment à m'intéresser à ça. Et au début, quand j'écrivais mes articles, je faisais un peu toujours la même chose. J'allais sur Google, je rentrais dans Google le mot-clé principal, je regardais les articles et me classer, et j'extrayais les données à la main, hein, bien sûr, hein, parce qu'il n'y avait pas encore ce trou. Donc voilà, je faisais tout ça à la main. Et j'essayais de comprendre vraiment voilà, comment étaient structurés les différents articles. Et donc voilà un peu une SERP. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ces pages sont premières? Pourquoi elles sont premières? Voilà. Parce qu'en fait, certainement qu'elles offrent la meilleure réponse. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ces pages-là sont en adéquation avec ce que les gens recherchent. C'est un peu stupide ce que je dis, mais la réflexion de pensée, c'est que, en fait, ces pages-là sont les mieux alignées avec ce que les gens recherchent. Et quand j'ai compris ça, je vais vous lire je vais le GIF, voilà. En fait, mon cerveau a explosé quelque part. Voilà, je me suis dit, mais oui, en fait, on voit tellement de choses à travers cette SERP. On voit l'intention de recherche, on voit qui se cache derrière, on voit peut-être quel type de contenu ils veulent lire, etc., etc. Donc, à travers cette SERP, on voit plein de choses. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble pendant la prochaine demi-heure, 3/4 d'heure, c'est voilà, voir quelques SERP, vous expliquer ce qu'on voit là ou ce que je vois. Voilà, après, je n'ai pas la science infuse, on va dire. Voilà, mais
je vais vous montrer un peu mon expérience, mon expertise. Et ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, through the SERP, on voit l'intention de recherche. C'est aussi pour ça, là, le petit clin d'œil à l'outil. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai appelé l'outil through. C'est parce que voilà, c'était pour vraiment voir à travers la SERP. Et donc, à travers l'analyse des SERP, on peut voir pourquoi une personne cherche, donc quel est son but, l'intention, et aussi peut-être même qui est cette personne. Donc, on va voir. On va commencer par exemple si je tape chaussures. Donc voilà, chaussures dans Google. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc j'habite dans la région colmarienne, on va dire. Donc là, voilà, on voit un pack local, donc avec des magasins. Et en dessous, on voit quoi? On voit une liste de e-commerce. Avec aussi quelque chose d'intéressant, c'est chaussures femmes, chaussures femmes, chaussures femmes. Donc voilà, qu'est-ce que cette SERP peut me dire? Moi, quand je vois cette SERP, je me dis, voilà, c'est pourquoi cette personne a effectué une recherche. En fait, c'est certainement une femme. Voilà, c'est pas pour être sexiste d'ailleurs. Il y a une petite polémique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est certainement une femme plus qu'un homme. Voilà, on va dire le personnage dominant, c'est plus une femme qui cherche à faire un achat. Voilà, c'est de préférence dans un magasin, vu que c'est le local pack qui est premier, ou en ligne. Voilà, assez simple comme SERP, bien sûr. On va aller un peu plus compliqué au fur et à mesure, hein, mais juste pour vous montrer. Voilà, en analysant quelques blocs, en lisant un peu les titres, déjà, on peut déjà comprendre voilà, ce qui se cache derrière. Donc, on continue. La SERP SEO. Donc, qu'est-ce que cette SERP nous dit? Donc, déjà, il y a deux blocs de Google, donc les questions fréquemment posées, People Also Ask en anglais, et aussi le Knowledge Graph, Knowledge Panel, voilà, donc un extrait de Wikipédia. Donc, déjà, ça nous donne une information, voilà, ce que la personne certainement cherche des informations. Et on peut voir aussi qu'il y a pas mal de blogs, bien sûr, en lycée, donc c'est principalement des blogs. Et aussi une information intéressante, c'est bien débuter. Et si on regarde un peu, bon, c'est une SERP assez vieille, hein, c'est pas une capture d'écran récente, hein, excusez-moi, mais si on regarde un peu plus loin, on voit bien débuter, comment débuter dans le SEO. Donc voilà, on voit encore pas mal d'indications en lisant cette SERP, juste en regardant la SERP, sans aller dans le détail. On peut voir déjà, c'est certainement un débutant qui cherche à apprendre sur le SEO. Voilà, c'est tout bête, hein. Ou peut-être c'est une agence SEO qui essaie de voir si elle est bien rankée sur le terme SEO. Mais voilà, on peut voir voilà, que c'est certainement un débutant qui tape le mot SEO. Une autre SERP, les meilleurs CRM. Donc CRM, certainement vous savez ce que c'est, un Customer Relationship Manager, donc un outil pour les commerciaux, pour gérer leurs contacts et leurs opportunités. Donc quand on tape ça, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit une liste, encore une liste de blogs, hein, une liste d'articles. Et quand on va un peu plus dans le détail, voilà, c'est qu'on peut voir déjà les 9 meilleurs, les 15 meilleurs, les 11 meilleurs, les 15 meilleurs. Donc voilà, ça nous donne déjà aussi peut-être une idée déjà du type de contenu qui est intéressant ou intéressé, que les gens cherchent en fait. Voilà, c'est des comparaisons, on va dire. Et aussi une autre indication pour les entreprises, pour les PME, TPE. C'est sûr que voilà, un particulier ne va pas chercher un CRM, c'est sûr. Mais voilà, ça nous donne quand même encore des indications sur qui se cache derrière cette SERP. Donc derrière cette SERP, c'est certainement une entreprise, enfin c'est pas une entreprise qui va taper bien sûr, mais c'est une personne qui travaille pour une entreprise ou une PME, TPE, qui cherche à faire des comparaisons de solutions. Donc ça peut certainement nous dire qu'il est peut-être enfin en train de préparer un achat futur, parce que voilà, il est en train de comparer des solutions, il sait déjà ce que c'est un CRM, il sait qu'il a bien ça pour sa boîte. Ça, donc toute la phase d'avant, il est OK, donc il a fait ses recherches. Maintenant, il est en train de comparer, certainement pour préparer un achat futur. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi je la lis, cette SERP. La dernière SERP, Through. Donc, si quelqu'un tape Through, c'est certainement quelqu'un qui est intéressé par l'outil, qui a vu le webinaire et qui veut directement aller utiliser Through et créer un compte. Voilà un autre type de SERP. Donc, ce que je viens de dire, c'est qu'à travers la SERP, on voit l'intention de recherche. On peut voir qui c'est qui cherche et pourquoi il cherche. Il y a différents types d'intentions. Je vais en lister quelques-unes, on va dire les plus classiques, les plus standards, qui permettra à vous peut-être aussi de travailler en fonction de votre entreprise, en fonction de votre type d'audience, avoir plus de granularité dans ces intentions-là. Mais on peut les classifier de la manière suivante. L'intention informationnelle, donc de recherche d'information, donc quelqu'un qui tape SEO par exemple. Navigationnelle, donc quelqu'un qui va aller directement sur un site web, qui cherche un site web, donc voilà, comme par exemple Through ou Amazon ou Apple, voilà. Donc une intention navigationnelle. Une intention commerciale, pour moi, l'intention commerciale, c'est comme meilleur CRM. Il ne veut pas encore faire un achat, mais il est déjà en phase de décision, c'est-à-dire que voilà, il est en phase de
La phase d'information est passée, on va dire. Il sait ce qu'il veut. Il a un peu analysé ses problèmes. Il a trouvé des solutions. Pour lui, la solution, c'est un CRM. Donc là, il est vraiment en analyse commerciale, on va dire. Il est en train de préparer un futur achat. Et une des dernières intentions de recherche, transactionnelle. Donc là, c'est l'intention où la personne est vraiment décidée à faire un achat. Encore qu'en tapant chaussures, c'est pas encore sûr, c'est peut-être juste voilà, encore de la découverte. Mais voilà les quatre, on va dire, les 4 grandes familles d'intentions de recherche. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Il n'y a pas que ces 4 intentions de recherche, il y a même des sous-intentions dans l'intention. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça pourrait être trop compliqué, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à la personne qui va se reconnaître et qui m'a dit d'aller lire la page 74 et 75 du Search Quality Evaluation Guidelines. Donc ça, c'est le PDF que Google donne à ces personnes qui auditent certaines pages. Donc voilà, il y a aussi des gens, il n'y a pas que l'algorithme, il y a aussi des gens qui travaillent pour Google et qui vont voir les contenus pour les noter, entre guillemets. Et donc voilà, Google aussi donne des indications pour son guidelines de différentes intentions de recherche qui sont no simple. Donc en gros, c'est quand vous cherchez. Et no simple, c'est quand directement il y a une réponse simple qui peut être affichée. Do, c'est quand vous voulez faire quelque chose. Website, c'est quand vous allez à une recherche navigationnelle, etc. etc. Je vais pas aller dans le détail parce que voilà, l'idée ici, c'est de donner quelques clés. Quelles sont les intentions de recherche? Et ensuite, encore, c'est à vous, en fonction du parcours de vos clients, de pouvoir déterminer en fait dans quel cas se trouve chaque SERP. Parce que maintenant, si on va un peu plus loin, où on tape une requête comme par exemple kayak, qu'est-ce qu'on va voir? D'ailleurs, cette SERP n'est pas une SERP fraîche, mais quand je l'ai tapée, elle était vraiment intéressante. Donc, quand on tapait kayak il y a quelques mois, en fait, on a d'abord un gros bloc au début, c'est le moteur pour trouver des comparaisons d'avions, trouver des avions, etc., enfin des vols. À côté, directement, il y avait le knowledge panel de kayak. Un peu plus en dessous, directement, à cette époque-là, il y avait des nouveautés, enfin des news, des actualités avec des migrants qui traversaient la Manche avec des kayaks Décathlon. Donc voilà, c'est pour ça que c'était affiché. Et ensuite, plus en dessous, il y a une liste, il y a Wikipédia, et ensuite, il y a des vendeurs de kayaks en ligne. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Et tout en bas, il y avait encore les recherches, les related search, qui sont kayak, flight, travel, etc. Donc, quand on voit cette SERP, c'est clair qu'en fait, c'est compliqué de dire l'intention, parce qu'en fait, il y a plusieurs intentions. Il y a certainement, la première, c'est la plus dominante, c'est quelqu'un qui veut aller sur le site de kayak, et pour un vol. On voit aussi dans les related search que ça indique ça aussi. Ensuite, voilà, il y a d'autres intentions. Une intention de chercher de la nouveauté, donc en requête d'actualité, de news. Voilà, donc il y avait les news affichées et peut-être des gens qui veulent acheter des kayaks. Donc il y avait quand même, Google affichait quand même des sites pour acheter des kayaks. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça, l'analyse de la SERP. Donc parfois, il y a des intentions qui sont mixées ou fragmentées. Voilà, donc fractured intent en anglais, mixed intent en anglais. Après, je ne sais pas comment on dit en français, mais certainement quelqu'un va venir avec un terme typique du SEO français. Donc voilà, des requêtes à sens multiple, on va dire. Donc voilà, c'est souvent ça qu'on voit en fait, pour être honnête. Les 4 premières SERP que je vais montrer, elles sont assez simples, mais c'est un peu pour commencer à se chauffer dans l'analyse de la SERP. Et là, ça vient aussi de Google. Donc voilà, Google, ce qui explique Google en fait, c'est que pour une recherche, il y a différentes interprétations en fait d'un même mot. Alors, si on prend le mot Apple par exemple, tout le monde pense directement à la marque, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a 10 ans, il y a 10 ans, la marque existait déjà. Imaginons que la marque n'existait pas il y a 10 ans, ça aurait été peut-être la pomme qui serait sortie en premier. Mais voilà, donc on peut voir qu'il y a différentes interprétations du mot Apple, qui peut être l'entreprise, le fruit, le nom d'une personne, ou peut-être une ville qui s'appelle Apple. Et voilà, donc en fonction de ce que les gens cherchent le plus, Google met en avant un pack, un ensemble de résultats qui correspondent plus à l'entreprise, un peu moins aux fruits, etc. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est en voyant la SERP, il faut vraiment voir quelle est la recherche dominante en fait. Parce qu'aussi, si vous voulez vous placer sur une SERP et que vous voyez que en fait, les gens vous ciblez, c'est pas une recherche dominante, peut-être qu'il faut aller voir ailleurs, aller voir sur un mot-clé un peu plus long, voilà, etc. Mais peut-être un peu changer de SERP. Donc voilà, on parle vraiment de SERP fracturée. Mais dans la fracture, il y a des fractures encore plus profondes, on va dire. Par exemple, dans l'intention dans la recherche d'information, dans l'intention informationnelle, je pense qu'on fait du SEO, quand on écrit des contenus, c'est là qu'on passe le plus de notre temps. C'est vraiment dans la partie informationnelle, éduquer notre audience. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Et c'est encore plus, il y a beaucoup c'est assez mixé aussi.
Donc, ce que je veux dire, par exemple, c'est si on tapait ou si on tape le mot topic cluster, un de mes sujets favoris pour ceux qui suivent mon blog. Donc, topic cluster, hein, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, mais bon, bref, topic cluster. Donc, quand on tapait ça il y a quelques mois, donc, on voyait cette page. Donc, c'est la SERP américaine. Hein. Donc, ce qu'on peut voir là, en fait, déjà, on peut voir que je suis sur la SERP, hein, numéro, je pense, 7-8. Mais ce que j'ai vu, moi, je me suis dit, voilà, c'est intéressant, en fait, il y a un gros blog d'articles qui parle des what is a topic cluster, et un autre blog qui parle de how to create a topic cluster, donc comment faire un topic cluster. Au début, topic cluster, c'est une recherche d'information. Mais dans cette information, il y a deux types de recherche. Les gens qui veulent savoir ce que c'est, et les gens qui savent déjà peut-être ce que c'est et qui veulent le faire. Et donc ça, je me dis, ouais, c'est assez intéressant, cette analyse. Et comme vous pouvez le voir là dans le blog How, j'ai un article, donc samuelschmidt.com, How to create a topic cluster. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de créer un article sur le what, voir ce que ça fait. Voilà, je m'en fous, c'est mon blog. J'ai pas un patron derrière qui va m'engueuler parce que c'est comment débile d'écrire un autre article sur le même mot-clé. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester. Donc je vais tester ce what and ce how. Donc voilà, et qu'est-ce qui est arrivé? Donc voilà, au bout de quelques temps, une fois que c'était publié, et en plus, ça tombe au même moment où Google avait mis son truc d'indentation là dans la SERP, qui, moi, je trouve très intéressant. Donc, en fait, il m'avait groupé les deux articles, le How to Create et le What, qui étaient affichés sur la page 1. Là, je pense que tout le monde tape. Est-ce que j'y suis encore? J'y suis certainement plus avec ce bloc-là, parce que ça varie assez de jour en jour. Mais au tout début, voilà, j'avais réussi à placer mes deux pages sur la page numéro 1 de Google. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'un mot-clé, en fait, il y a plusieurs intentions de recherche. Voilà, là, ici, c'est clair. Le mot-clé topic cluster, il y a des gens qui veulent faire un topic cluster ou savoir ce que c'est. Et après, voilà, en fonction des SERP, il y a même peut-être troisième, je sais pas, il y aurait pu avoir, je sais pas, les outils pour faire des topic clusters, voilà, etc. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai menée, voilà, et voilà, je trouvais ça assez intéressant, et je l'ai mené avec d'autres contenus, voilà, je m'occupe aussi, voilà, je bosse pour une agence, One Inside en Suisse, où, voilà, je gère aussi le contenu là-bas, et je suis un peu la même approche où je crée des contenus un peu sur le même sujet, mais avec chacun un angle différent, voilà, avec le what, le how to start your project, voilà, comment commencer ton projet sur un outil précis. Donc voilà, j'essaie de faire un peu un ensemble de 3-4 outils qui, certains parleront de cocon, ou voilà, on s'en fout, mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt le fait de suivre une personne sur sa SERP. C'est-à-dire qu'une personne a d'abord peut-être le what, après le how, après le what kind of tool. Enfin, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est, j'essaie de suivre le parcours client, en fait, quand j'écris des contenus et autour d'un même sujet. Pour optimiser aussi ma visibilité sur la SERP. Donc, c'est un peu ça le but aussi de comprendre les SERP, c'est de comprendre aussi quels sont les sous-sujets recherchés sur un sujet principal comme Topic Cluster ou IAM Cloud Service. Donc voilà un peu l'idée dans cette analyse de la SERP. Donc maintenant, je vous montre un graphe, juste pour me la péter en fait. Voilà, juste pour me la péter, je montre un graphe. Donc voilà, donc ça c'est un graphe en fait, c'est un topic cluster que j'ai créé. Donc ouais, c'est l'histoire d'un topic cluster en fait que je vais vous raconter là. Mais pas vraiment parce qu'en fait, on n'a pas le temps de parler de cette histoire-là pendant cette conférence. Mais peut-être que Romain m'invitera pour un prochain House of Business où je ferai parler cette histoire en détail, où j'explique comment j'ai cassé des articles en cluster pour voilà, ranker mieux. Et là, on peut voir que justement, l'article marchait plus et il est reparti une fois que j'ai créé un topic cluster. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. En fait, je veux parler là, de l'étape 5 où vraiment, donc l'idée, c'est pour ça que je vous explique un peu l'histoire, c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai un gros article que j'ai cassé en petits articles. Et après, chaque petit article, j'essaie de voir comment l'optimiser. Donc, en gros, j'avais un article. Donc là, on va parler de l'analyse de la SERP, en fait. C'est l'histoire de l'analyse d'une SERP. Et donc, dans mon gros article, pour comprendre le contexte, il y avait une partie, c'était sur… donc, le gros article, c'était sur Core Web Vitals. Donc, ceux qui connaissent le SEO aussi, c'est… enfin, ceux qui connaissent, je ne suis pas bien expliqué. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu des métriques pour mesurer la vitesse ou la rapidité d'une page. Voilà, bref, je ne vais pas aller dans le détail. C'est très mal expliqué d'ailleurs. Mais bon, bref, lisez mon article si vous voulez comprendre mieux. Donc, ouais, j'ai un gros article sur les Core Web Vitals. Et puis, je vais le casser en petits articles. Et chaque article va parler d'un truc précis. Et donc, il y avait une partie de mon article, donc le chapitre numéro 7 de l'article principal, qui parlait des outils. Et donc là, je fais un listing dans mon article de 8 outils, non pas de 8, de 6 outils, 7 outils de Google, principalement. Voilà. Donc là, je me suis dit comment je vais faire pour améliorer cet article.
Donc, j'analyse cette SERP, voilà, parce que ce bout d'article correspondait à la recherche Core Web Vital Test. Ne me demandez pas pourquoi, j'expliquerai ça un autre jour. Donc, quand je vois cette SERP, on va la voir ensemble. Donc, cette SERP encore, c'est une recherche d'information. Voilà, le début de la SERP, je n'ai pas montré, voilà, parce que j'avais pas de place sur mon slide, c'est les pages de Google, vu que c'est leur outil, voilà, ils expliquent un peu ce que c'est. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, en fait, il y a 3 outils pour tester, vu que c'est des métriques, il y a 3 outils qui permettent de tester les Core Web Vitals. Vous rentrez une URL et vous pouvez les tester. Et il y en a 2, hormis ceux de Google qui sont des articles aussi, il y a 2 autres articles en plein milieu là, qui sont 4 outils pour mesurer les Core Web Vitals et 23 outils pour mesurer les Core Web Vitals. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais organiser mon article, mon contenu pour pouvoir être sur cette SERP? Parce que c'est ça mon but, c'est avec mon bout d'article, faire un nouvel article pour être sur cette SERP, sur la page numéro 1. Donc, bien sûr, j'ai vu aussi qu'il y avait un listing. Voilà, donc déjà, ça me donne une idée du type d'article que je dois créer. Voilà, je vais dire, je vais pas être trop disruptif, on va dire. Je vais rester sur le listing de tools. C'était déjà un peu ce que j'avais, moi, un listing de tools. Après, je suis allé plus loin dans l'analyse ACR en utilisant Sroux, voilà, où j'ai pu voir le nombre de mots, etc., le nombre d'images, la structure de chaque article, voir de quoi il parlait. J'ai pu extraire comme ça aussi d'autres informations pour d'autres outils, voilà, assez rapidement avec Sroux. J'ai pu voir les questions les plus fréquemment posées. C'est vrai que j'avais dit que je ne faisais plus de pause commerciale, mais bon, voilà, elle est faite. Donc voilà, donc j'ai analysé l'article avec Sroux. Et finalement, j'ai créé mon content brief. Voilà, j'étais content. Voilà, mon article était bien, mon content brief, voilà, top, avec Sroux. Et voilà, je me suis dit, voilà, cet article, il va marcher. J'ai une intuition, je me dis, voilà, il va marcher. Et vous savez, en fait, il y a un truc qui est différent par rapport aux autres articles. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, j'ai pris un angle différent. Ça, c'est le titre de l'article. Et un truc important dans ce titre, ce n'est pas juste le titre qui est important, c'est aussi le contenu, bien sûr. Mais le titre vous dit quelque chose sur le contenu, c'est ça. 13 outils gratuits. En fait, je me suis dit, le liste des 23, il y avait des outils gratuits et payants. Le liste des 4, c'était 4 outils. Bon, bref, j'aurais pu aussi, je pense, lui passer dessus en mettant juste une liste plus complète. Là, je me suis dit, en fait, je vais être un peu différent. Je vais focuser sur une intention un peu différente, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche peut-être des outils gratuits. Et ce n'était pas encore dans la SERP. Il n'y avait pas personne qui parlait des outils gratuits dans cette SERP. Donc, j'ai testé. Et finalement, maintenant, j'y suis dans la SERP, j'y suis sur la page numéro 1. Voilà. Après, bien sûr, ce n'est pas un gros volume de recherche, bien sûr. Mais voilà, j'ai quand même réussi à me placer sur cette. C'était mon but, j'ai réussi à me placer avec mon article 13 outils gratuits pour mesurer les Core Web Vitals. Et vous pouvez voir que l'article qui allait à 23, il est un peu plus en dessous. Et celui avec les 4, maintenant, il est sur la page numéro 2. Après, on garde toujours la même proportion. On peut voir que Google est encore premier. Ensuite, il y a les outils pour tester. Voilà, donc il y a toujours un peu le même mix en termes de dominance. Il y a 3-4 articles. D'ailleurs, là, on peut le voir, en fait. Ça, c'est une autre info. Il y a 3-4 articles. Ouais, et 3-4 outils pour tester les Core Web Vitals. Donc, c'est un peu ça le mix sur cette SERP. Donc, aussi, il y avait, pour moi, en tant que blogueur, j'avais que 4 places. Hein. Donc, c'est aussi un peu chaud d'aller sur cette SERP parce que tu te dis, voilà, directement, tu te réduis, en fait, tu n'as que 4 places. Tu n'as pas les 10 places ou les 7 ou les 8. Tu n'en as que la moitié. Donc, ça aussi, il faut voir en fonction de la puissance de votre site web, en fonction, voilà, si vous êtes nouveau, peut-être allez pas sur des SERP comme ça, un peu compliqué. Voilà, c'est vraiment, je donne vraiment des clés. Et après, à vous de voir, voilà, c'est au cas par cas, bien sûr, d'analyser SERP. Hein, voilà. Donc, aussi un petit point, je refais un zoom sur Sroux, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est juste pour vous montrer aussi donc la colonne 1, 2, 3, 3, 3, donc c'est 1233, c'est le nombre de mots que j'ai dans mon article. Et vous pouvez voir que l'article numéro 1, 2, 8 et 10, qui sont des articles de blog, eux, ils ont beaucoup de mots. Ils ont des 3000, c'est des 3000, des 4000 mots. Logiquement, on aurait dit, ouais, il faut faire un gros article plus gros que les autres. Mais là, je prouve aussi que, en fait, ce n'est pas forcément la taille de l'article qui compte, c'est aussi l'angle différent, l'angle d'attaque. Après, je ne vais pas ouvrir la polémique s'il faut des gros articles ou pas. Moi, je suis un fan des gros articles, j'écris souvent des gros articles. Je ferai en parler un autre jour ou après dans les questions-réponses. Voilà, mais moi, je suis fan d'écrire des gros contenus. Là, je ne voulais pas forcément faire un gros contenu, je voulais tester un truc en me positionnant différemment sur la SERP avec un angle un peu différent. Voilà, j'ai le même angle, j'ai une liste, mais un peu différent. Donc voilà, c'est un peu le truc, l'idée que je vais donner, c'est n'essayez pas forcément de copier. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans un concept que je connais depuis quelques temps, que j'ai observé, mais récemment un article, d'ailleurs, il faut que j'en parle, d'Animal, c'est un blog aussi, en Angleterre,
une agence de copywriting. Bref, super, abonnez-vous à eux, ils sont trop forts. Ils ont écrit un article là-dessus récemment sur l'information gain, donc je pense le gain d'information en français. Voilà, et encore, ça m'a encore ouvert les yeux encore plus. Et ce qui veut dire, dans cet article, en gros, c'est que, et voilà, c'est un peu l'idée de Google, c'est que Google récompense des articles qui apportent de nouvelles informations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et aussi, un article qui ajoute quelque chose de nouveau peut être mieux classé qu'un article qui répète les mêmes informations que les autres. C'est un peu ça le concept d'information gain. C'est pas forcément... Ici, voilà, si j'avais fait un 20 tools sous mesure Core Web Vitals ou un 25 tools, je ne pense pas que j'aurais été sur la SERP. Parce que Google aurait dit, bah, c'est la même chose en fait, pourquoi je vais en mettre un deuxième? Voilà, j'ai déjà ça, j'ai déjà mon mix, il est bon. Là, j'ai ma proposition pour la personne qui recherche, c'est ça que je veux donner. 2-3 listings, les pages de Google et des outils. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi quand vous faites du SEO content, en fait. Là, on parle de contenu. C'est bien sûr d'essayer quand même d'aborder les sujets que les autres abordent. Vous n'allez pas parler de quelque chose de totalement différent. C'est sûr que vous n'allez pas ranker. Donc, basez-vous sur ce qui existe, mais essayez toujours de venir avec quelque chose de différent. Et ça, je pense que c'est très important. C'est vraiment le content gap, tout ce que les outils ne vous donnent pas, en fait. Parce que les outils, en général, même true, on extrait ce qu'il y a déjà et on vous donne une partie du SERP existante. Donc, vous, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter, c'est vraiment comprendre un peu le twist, le truc pour changer un peu la vue. Donc, on est là. Ça sert à quoi d'analyser les SERP donc, en fait, ça sert à quoi d'analyser les SERP? Je pense que vous avez compris maintenant. Enfin, voilà, on n'est pas juste là pour parler de Google et de regarder des pages ensemble, même si c'est intéressant, on peut faire ça tout l'après-midi. En fait, comme je dis, voilà, c'est l'analyse de la SERP, pour moi, c'est un élément clé du SEO. Moi, personnellement, je passe peu de temps de la recherche de mots-clés. Je pense que la recherche de mots-clés, ça me prend 10 minutes. Voilà, c'est mon sujet principal. Je regarde le mot-clé qui a le meilleur volume ou un ratio volume assez intéressant par rapport à mon site web aussi, à la puissance de mon site, entre guillemets. Voilà, donc j'essaie. Mais après, je passe du temps sur l'analyse de la SERP et c'est de comprendre, voilà, qu'est-ce que les gens veulent, qui est cette personne derrière, dans quel état d'esprit elle est, qu'est-ce qu'elle a déjà analysé. Parce qu'en fait, une personne, quand elle vient sur votre page, elle a déjà fait quelque chose avant, elle va faire des choses après. Et donc, il faut comprendre tout ça. En analysant un SERP, on peut comprendre tout ça et comprendre aussi quel angle il faut aborder avec votre contenu. Et donc, c'est ça que je veux dire au final, c'est ça. Donc, assurez-vous que votre contenu s'aligne avec l'intention de recherche. Donc, comprenez les sujets traités. En fait, je rigole parce qu'en bas, il y a marqué anal, mais c'est angle en fait. Enfin, moi, je vais marquer anal, pardon. C'est angle. Pardon, je reprends mon sérieux. Sujet. Donc, comprenez les sujets. Bien sûr, quels sont les gros sujets traités dans la SERP et quels sont les sous-sujets traités dans chaque article. Le contexte, bien sûr, parce qu'un sujet aussi, c'est un contexte. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un mot, en fonction de son contexte, peut dire différentes choses. Enfin, le contexte est important. Donc, il faut comprendre aussi le contexte. Il faut comprendre les questions que les gens se posent. Donc, voilà, essayez aussi en analysant les SERP, on peut voir ça, mais aussi, voilà, aller sur d'autres peut-être sources d'informations, des webinars, par exemple, parler avec vos commerciaux. Si vous avez une boîte où il y a des commerciaux, parce qu'eux, souvent, ils savent les questions des clients. Donc, voilà, essayez de vous mettre de comprendre l'utilisateur, votre audience. Le content gap, je pense que c'est la partie la plus compliquée à faire en SEO. Trouver ce content gap. Moi, j'ai des petites astuces, et d'ailleurs, Srou le fait. Donc, c'est extraire les questions des blogs. Donc, en fait, quand les gens laissent des questions dans les blogs, dans les commentaires, c'est souvent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas répondu. Donc, avec Srou, je fais ça. Il extrait toutes les questions quand je peux, quand j'arrive à les trouver. J'extrais les questions et comme ça, je vous les donne dans Srou directement. Et d'ailleurs, au passage, j'ai fait un article récemment, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit, mais il y a 6 mois. C'est un article basé sur questions-réponses où, en fait, je me suis basé que sur les questions que les gens ont posées. Et j'ai essayé à gérer. En fait, c'est le What is Topic Cluster. En fait, c'est un article qui se base que sur les questions que les gens ont laissées dans les commentaires. La sémantique, bien sûr, est importante. Voilà, on ne va pas en parler trop en détail. La structure de l'article. Parce qu'en fait, si c'est une liste, si c'est un blog, si c'est tout ça, voilà, si c'est une comparaison, ça, c'est aussi important de voir ce que les gens veulent voir via la SERP. Le format du blog et l'angle, finalement l'angle qui m'a fait rire depuis le début, l'angle d'attaque, si on parle à une personne, si on parle à un professionnel, si on parle à un boucher, si on parle à un docteur, voilà. Tout ça, c'est plein d'informations qu'on peut voir à travers la SERP, mais pas que, bien sûr. Je pense que si vous êtes des marketeurs aguerris
vous savez à peu près qui est votre audience et voilà, et comment et tout ça, ça complémentera vos contenus, cette analyse. En fait, je pensais être un peu plus long que ça, mais on a fini. Donc voilà, je me suis fait chier pour le dernier slide. Donc là, voilà, vous pouvez voir un peu, si vous voulez le prendre en capture d'écran, je vous le donne. Voilà, très bien, un beau slide, quelqu'un cherche et on voit les cercles derrière. Donc voilà un peu. Donc, je veux vous remercier pour votre patience et on aura du temps maintenant pour les questions-réponses. Impeccable. Est-ce que tu as des questions, Christophe? Peut-être qu'ils sont passés dans le chat. Oui, il y a quelques questions qui sont passées. Peut-on espérer passer en haut sur Topical Cluster lorsque je réponds au how et pas au what? Je vais te répondre, ça dépend. Mais en fait, ça dépend encore. Voilà, si maintenant un sujet est frais, peut-être les gens vont plus être intéressés par la partie quoi, qu'est-ce que c'est, et ensuite par le how. Mais peut-être au fil du temps, ça va s'inverser. Donc en fait, tu peux pas. Tu vois, peut-être d'ici 12 mois, les topic clusters seront un peu plus, on va dire, connus. Et donc, les gens vont plus taper how ou vont plus chercher ce type de requête how. Donc, ça va peut-être s'inverser. Donc, tu peux pas espérer passer au-dessus, mais je pense qu'à un moment donné, ça va passer au-dessus. Mais après, aussi en fonction des sujets, le how est plus prédominant que le what. Mais ce que je veux dire par là, en fait, moi aussi, c'est dans ma stratégie de contenu, parce qu'on parle de stratégie de contenu au final. Moi, Oui. je n'hésiterai pas à faire les deux, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, à un moment, si tu veux que ton client pense que tu es un expert dans ce domaine-là, il faut que tu lui montres à différentes étapes de son parcours que tu es présent. Et il faut que tu sois présent sur la SERP avec du contenu qui est aligné avec son intention de recherche à un moment T. J'espère que je suis clair. Oui, très, très clair. Et puis, tout à fait, hein, c'est l'intention qui peut se modifier avec le temps et qui va faire aussi, qui peut faire un changement. Et d'où l'intérêt d'être présent sur les deux, du coup. Parce que s'il y a un changement d'intention, ça permet aussi d'être toujours visible. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est très intéressant les changements d'intention parce que c'est aussi un truc que je vais développer dans ce roue. S'il y a des concurrents qui écoutent, je vous donne la roadmap, mais c'est pas grave. En fait, c'est vraiment voir l'évolution de la SERP. Au-delà du ranking, que tous les outils en fait suivent le ranking. On est numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 1, 2. En fait, je m'en tape. Ça, je m'en tape. Je vais sur la page 1. Mais moi, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui change. Si maintenant on voit qu'il y a une poussée des how et que nous, on est encore sur le what, peut-être il faut commencer à revoir sa stratégie de contenu, à peut-être mettre à jour son contenu. Et donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est commencer à voir les vagues qui viennent sur les SERPs et les changements de dominance, en fait, de recherche dominance. Et c'est ça où j'aimerais bien aller aussi à moyen terme avec l'outil. Très intéressant. Alors, on a une autre question de Fouzi. C'était en fait quand tu évoquais les outils Core Web Vital. En fait, Ouais. il demandait est-ce qu'il est capable de faire la différence entre les vraies nouvelles infos et les fausses infos, ou en tout cas ce qui est repris, ce qui est ajouté. Bon, après, c'était un peu vague comme question, du coup, là. Mais fait-il la diff entre les vraies... Mais qui c'est il? C'est Google ou Oui, c'est... oui. Je pense que c'est Google. Ouais. Mais sur la partie contenu, c'est vrai que c'est pas très très clair. Ouais, du coup, c'est un peu sorti du sujet, mais voilà, c'était plus. Est-ce que tu penses qu'on pourrait lui donner des mauvaises infos finalement dans la SERP? Mais alors déjà, tu vois, ça j'adore. Pardon, Foussi, je t'adore, Foussi, on s'est déjà vu dans plein de webinars. Mais en fait, il ne faut pas penser à Google. Arrêtez de penser à Google. Pensez aux gens pour qu'ils vous créent du contenu. Si on met des fausses infos, la personne qui va lire ton contenu va dire mais c'est quoi charlatan? Même si tu ranques bien, tu vas bien ranker, les gens vont dire mais c'est quoi? Ils se foutent de la gueule, le mec. Donc en fait, arrêtez de penser à Google. Pensez d'abord aux gens. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Google, pour moi, c'est un médium, c'est le moyen, un canal, un canal pour faire partager du contenu avec des gens. Donc moi, je pense que c'est ta réponse, je ne sais pas oui ou non, mais en fait, ne le fais pas. Mets pas de fausses infos, si c'est à ton but. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'où le fact-checking, notamment. Bon, là, je crois que c'est une question plus personnelle. C'est une question intéressante, donc on va passer un petit quart d'heure. Donc, alors, on va... Ouais, donc, c'est quoi le content brief de ton outil? Ça va être bientôt réalisé d'ailleurs, Madine, d'ici une semaine ou deux. Il y a déjà une version bêta. Donc, en fait, l'idée, c'est d'offrir un moyen d'accélérer la création de content brief avec Sroo. Parce que j'ai remarqué, actuellement, Sroo, ça extrait les données de la SERP, mais les gens ne savent pas vraiment quoi faire. Moi, voilà, quand je vois ça, je vois les données, je sais les prendre, je crée mes briefs.
Voilà, parce que je sais quoi prendre, où je sais comment l'analyser. Et donc, je vais changer. J'aurai une nouvelle vue dans ce roue, en fait, qui sera basée sur la création de content brief, qui aidera vraiment étape par étape à remplir différents blocs, à vous aider à analyser la SERP, à vous aider à remplir votre structure, etc., etc. Donc voilà, il y aura une nouvelle vue et elle sortira très bientôt. Mais si tu veux un accès bêta, contacte-moi sur Twitter ou LinkedIn et je te donne un accès et sans crédit. Alors d'ailleurs, le petit cadeau pour tous ceux qui veulent un accès bêta, rajoutez-moi sur Twitter, hashtag je sais pas quoi. Et non, Je mais vais renvoyer ton lien Twitter pour tous ceux qui veulent te contacter. Ouais, non, mais sérieusement, là, je suis en phase bêta pour la nouvelle fonctionnalité. Si les gens sont intéressés, voilà, contactez-moi, je vous donne accès à la bêta et sans crédit. Mais si vous n'utilisez pas l'outil, je reprends les sans crédit. Hein. Je suis comme ça, moi. Donc, c'est vraiment pour utiliser l'outil, les sans crédit. Hein. Voilà, pas de curieux, que des vrais intéressés. Allez, on passe à la suivante. Quand tu observes la SERP et que tu vois quasiment que des catalogues sans édito, peut-on mélanger édito et catalogue et dépasser les top 3 ? Mais déjà, c'est quoi les catalogues sans édito? Ah, c'est des listings de Des produits e-commerce sans... pour moi, ouais. Ah, c'est une question aussi que je m'étais posée sur des requêtes plus transactionnelles, avec moins de comment, quoi. Ouais. Est-ce que tu ferais full copywriting? Est-ce que tu mixerais un peu les deux? C'est compliqué, hein, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme l'idée... Ou tu materais juste la concurrence? Déjà voir ce qu'ils font. Bon, déjà, pour être honnête, je suis pas fort dans ce domaine-là. Tu vois, moi, je fais pas du e-commerce ou du listing de produits. Donc là, ça serait plutôt mon feeling perso. Là, j'ai rajouté un peu de contenu, mais je pense pas que c'est peut-être le levier principal ici, le contenu. Mais encore, je me trompe. Tu vois, parce que par exemple, je change un peu de sujet, mais c'est un peu proche, tu vois. Moi, ça me saoule les recettes où il y a l'histoire de la tomate avant la recette, tu vois. Donc, est-ce que les gens, quand ils cherchent un listing de catalogue, ils veulent lire l'histoire du mec qui a inventé le produit, tu vois? Je ne sais pas. Donc, c'est la question que je me pose. Maintenant, de manière objective, si les premiers résultats, il n'y a pas d'édito, c'est-à-dire que les gens ne s'en foutent des éditos, donc ne va pas te faire chier à écrire trop de contenu, je dirais. Mais après encore, à tester. Tout à fait. Je pense que c'est à tester, on ne sait jamais sur un malentendu. C'est ça. non, mais c'est vrai. C'est comment dire, parce que là, l'exemple que j'ai montré où j'ai dit je vais juste me mettre sur les outils gratuits. Peu de gens l'auraient fait. Tout le monde aurait dit je fais le listing complet, je fais un listing de 150. Et là, je me suis dit non, je vais pas me faire chier, je vais juste faire les gratuits, voilà, et ça a marché quelque part. Donc peut-être à tester, franchement, à tester. Hein. Voilà, mais je pense que c'est le point crucial du SEO, hein, c'est d'aller tester des choses. C'est clair. Et sur différentes SERP, parce que d'une SERP à l'autre, ce ne sera pas toujours pareil. Ensuite, on a une question de Fabien. Salut Fabien. Est-ce que tu arrives à monitorer un changement d'attention du coup quand justement, ce roue dans le futur, donc je te donne rendez-vous dans 12 mois et ça sera le cas. Non, mais voilà, pour l'instant, je ne connais pas d'outils qui le font, mais justement, c'est pour ça que j'aimerais bien le faire. Après, voilà, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est les changements d'intention. Donc, ouais, pour l'instant, non, je ne connais pas d'outils, à part aller voir les SERP tous les jours. Oui, mais ça va venir dans le futur. C'est ça. Potentiellement, ouais. Alors ensuite, Idalo, est-ce qu'il y a un risque de cannibalisation du contenu en traitant différentes intentions de recherche d'un même mot-clé? Parce que ça, c'est... Oui, il y a un risque. C'est sûr que, par exemple, maintenant, moi, je t'ai montré l'exemple du how et du what. J'ai eu la chance au début, j'avais les deux qui étaient sur la page numéro 1 avec l'indentation. Mais maintenant, j'ai plus que le what. Donc, c'est sûr que j'ai plus mes deux articles. Mais quand même, les deux articles performent quand même encore parce qu'il n'y a pas que le topic cluster, il y a d'autres mots-clés plus de longue traîne où à un moment donné, un des deux va se passer premier. Donc, je pense qu'il y aura toujours un overlap dans tes contenus, tu vois. Il faut faire attention que tu n'aies vraiment pas deux articles qui sont vraiment sur le même sujet. Voilà. Mais tu peux t'accorder, je pense, un certain overlap, je ne sais pas qu'on dit en français, pardon, mais un recouvrement, on va dire, entre les deux articles. Mais donc, le risque est là quand même. Après aussi, moi, je crée mon blog, ou même pour la boîte pour laquelle je bosse, c'est plus un blog B2B. Donc voilà, j'ai moins ces contraintes moi, de cannibalisation. Je pense que quand vous faites du contenu à grande échelle, là, c'est un peu plus compliqué.
Après, voilà, le risque de la cannibalisation, c'est de faire du contenu pour rien, en fait, aussi. C'est ça pour vous. Mais bon, voilà. Ouais. Donc, il y a un risque, mais encore, analyser le parcours client aussi et voir quand tu peux te placer sur ce parcours. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions là sur ta conférence. Je crois que c'est le plus de questions qu'on a reçues. Donc je répondrai que à 10 questions. Contractuellement, je ne peux pas répondre plus. Donc, alors, une autre question. Après, voilà, quand on est axé sur la création de contenu, on ne sait pas forcément si facilement quels mots-clés sont vraiment les plus pertinents et quels servent à analyser. Là, on sort un peu peut-être du sujet intention, mais voilà, comment trouver ces mots-clés finalement, c'est ça, ouais. Moi, perso, mais moi, je vais vous faire rire. Moi déjà, je n'utilise pas Ahrefs, SEMrush. J'utilise Keyword Everywhere. Juste pour avoir les volumes de recherche, et je tape dans Google. En fait, moi quand j'ai un sujet, déjà, à la base, je pense à mon audience tout le temps. Là, j'ai différents sujets en tête. Qu'est-ce que mon audience pourrait chercher? Voilà. Et ensuite, si on parle, je sais pas moi, Topic Cluster, c'est un sujet intéressant. Surtout pour la SERP française. Parlons un peu de la SERP française. Donc, j'avais écrit en anglais. Donc, Topic Cluster en anglais. Ensuite, je me suis dit, je vais le traduire. Je vais le traduire en français, l'article. Et je regardais un peu. Donc, il y avait Content Hub. C'était un mot-clé aussi qui est cherché en français. Content Hub. Voilà. Il y avait Cocon Sémantique. Et je me suis dit, mais en fait, ces deux mots-clés, Content Hub et Cocon Sémantique, c'est un peu le même sujet que Topic Cluster. Pardon. Je n'ai pas envie de déchaîner les foules sur le chat. Mais bon, bref. Disons que c'est à peu près la même chose. Alors, je me suis dit, mais en fait, Content Hub, il y avait HubSpot et compagnie, j'aurais pas pu aller là-bas. Cocon Sémantique, il y avait d'autres. Je me dis, voilà, je vais targeter Topic Cluster. Au final, ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pas appelé mon article How to create a Content Hub ou comment créer un Cocon Sémantique. Mais j'ai décidé de l'appeler Comment créer un Topic Cluster. Parce que je pense qu'il y avait, à ce moment-là, mon site web était peut-être un peu plus faible et c'était plus facile pour moi de rentrer dans cette SERP. Mais maintenant, je vais sur Cocon Sémantique facile. Ça lance les paris. Non, mais je voulais pas lancer de polémique, non. C'est très français. Non. Je sais pas si j'étais clair dans ma réponse, mais en fait, ouais, moi, je passe 5 minutes à faire une analyse de mots-clés. Et donc tu veux dire, tu inventes des mots, comme ça, c'est plus facile. Mais c'est pas un peu le français. Hop, oups. D'ailleurs, il n'y a que nous trois, il n'y a personne qui nous regarde. Non, ça va. Ah, ça va alors, on est entre nous. Je vais prendre la question suivante. MySEO Coach qui demande comment fait-on quand la SERP est à l'envers de ce qu'on pourrait attendre? Intention transactionnelle ou intention informationnelle? Là, tu retournes l'écran. Ouais. Ce que tu pourrais attendre, mais en tant que quoi? En tant que chercheur, en tant que personne qui cherche ou en tant que personne qui veut écrire? Peut-être une certaine demande du public, une certaine intention, et toi, tu veux proposer une autre chose, mais sur le même mot-clé. Enfin, je sais pas, moi, je le vois comme ça. Après, peut-être c'est ouais, mais en fait, ça dépend de quel point de vue elle se passe. Si elle dit, moi, je vais écrire pour quelque chose, mais la SERP ne correspond pas, donc écris pour autre chose. Et si, quand tu cherches, il y a des informations de type transactionnel d'abord, et toi, tu cherches de l'information, c'est juste que le truc dominant, c'est la transaction. Et toi, peut-être ton intention de recherche, c'est pas la plus dominante. Donc, Google te met des trucs un peu plus au bas de la SERP. Je sais pas si je suis clair dans ma réponse, mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Je sais pas. Après, c'est très, très hypothétique. C'est compliqué sans vrais mots-clés, sans ouais, non, mais c'est compliqué d'y répondre. Je vais prendre la dernière question. Pour une SERP fractionnée avec deux intentions de recherche, comment et quoi, tu as déjà essayé de faire un article avec les deux ensemble? Oui, bien sûr. En fait, moi aussi, ma stratégie de contenu, quand j'ai commencé mon blog, c'était de faire des gros articles qui couvraient principalement toutes les intentions, qui couvraient le how, le what, why, les outils. Vous voyez ce type d'articles, les gros articles à 6000 mots, voilà, c'était un peu ma spécialité au début. Je faisais vraiment ça et je couvrais tout. Et c'est sûr que ça m'a aussi permis de ranker bien. Donc, il n'y a pas de vérité. Mais après, et c'est là que je vais parler un peu sur il y a ma stratégie. Moi, au départ, mon blog était inconnu et j'étais moi-même inconnu. Donc, je me suis dit, en fait, pour pouvoir sortir du lot, je vais faire des articles énormes. Et parce que les articles énormes aussi, ça marche mieux ça partage mieux sur les réseaux sociaux. C'est, oh, il a écrit un gros article. Même les gens ne lisent pas. Oh, il a trouvé un bon article. Donc, en fait,
Ça m'a permis aussi d'avoir un peu de buzz comme ça, d'être repartagé sur les réseaux et d'être revu par des newsletters qui ensuite me faisaient voir à d'autres personnes. Donc en fait, c'était dans ma stratégie de contenu ou même de promotion personnelle, pour être honnête, de faire des gros articles. C'est pour être un peu le mec qui fait des gros articles. Mais donc, pour répondre à ta question, les deux fonctionnent. Maintenant, connaissant mon site, l'autorité client, entre guillemets, je ferai peut-être 2 articles plus précis. Et aussi, je ferai du lien entre les deux, internal linking, voilà, un peu correct. Donc voilà, c'est... Mais si tu es débutante, moi, je conseille de faire un gros article et matraquer les réseaux sociaux. Donc voilà, ça serait ma stratégie. Ok, super. Bah, merci pour toutes ces réponses, Samuel. Je crois que tu avais une... Non, c'est bon, plus de questions. Enfin, on a pris les questions les plus pertinentes, bien sûr. Bah, merci, très très bonne conférence, très complet. On mettra le replay la semaine prochaine comme prévu. Voilà, merci pour ton temps. Merci pour ton fabuleux outil. N'hésitez pas à aller suivre Samuel directement sur Twitter. Il y a également le lien donc, de son site internet True, pas True. et voilà, si je te laisse le mot de la fin et après on va se faire une petite pause et après on enchaîne sur Mathieu, donc Black Melvin, l'associé de Paul Sanchez, qui est un très très bon SEO. Et c'est un plaisir aussi également qu'il nous rejoigne dans le House of Business. Dernier mot, merci encore pour l'invitation. Comme je te disais, la première fois, je suis à un événement SEO, on va dire. Donc, dans le line-up, j'étais content de voir ma tête. Au plaisir de repartager sur d'autres sujets avec vous. Et les gens dans le chat, voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter, LinkedIn. Voilà, on peut questions-réponses, pas de souci là-bas aussi. Et voilà, donc je suis ouvert et je suis prêt à partager et à découvrir des nouvelles choses avec vous. Donc voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt alors. Merci Samuel, à très vite. On fait une petite pause et on revient dans 3 minutes. Bye Samuel, à la prochaine.